Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute du Magal West. Il est 17h et ça y est, on entame ensemble une nouvelle semaine à l'écoute de Westrack Radio et de votre émission de divertissement, le Magal West. Aujourd'hui, évidemment, puisque nous sommes mercredi, nous allons accueillir en deuxième partie d'émission Michel qui va pouvoir nous parler de cuisine. Michel, aujourd'hui, va s'intéresser au véganisme et aussi aux plats végétariens avec des recettes et puis quelques conseils sur comment l'appliquer et comment bien recevoir vos amis véganes ou végétariens quand vous n'avez pas l'habitude. Aujourd'hui aussi, on va retrouver la météo pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. On retrouvera Mathieu avec les infos locales. Aujourd'hui, un projet immobilier à la place de l'école Schlewitz au bois de Bléville est en cours. On aura plus d'informations dans quelques instants avec nos infos locales. On va retrouver 3 événements qui sont organisés au Havre, mais aussi un événement à Fécamp et puis bien sûr la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, on retrouvera le nouvel album de Johnny Mafia et puis ce sera l'occasion de découvrir ce groupe Johnny Mafia qui est un groupe français. Enfin, on retrouvera en reportage La Pâte Normande en compagnie de Camille qui va nous présenter cette association qui est un foyer pour les animaux. Avant donc tout ça, direction la météo avant de pouvoir parler cuisine en compagnie de Michel en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h13, on va donc gagner 3 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, il y a quelques éclaircies avec quelques nuages sans conséquence. Il fait actuellement 8 degrés, ressenti 6, le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h, orientation du vent ouest. En soirée, les nuages seront absents, la température va rester à 8 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h. Cette fois-ci, il sera tourné vers l'ouest-nord-ouest. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 18h14. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain, au Havre, de nombreuses éclaircies nous attendent pour la matinée. Température 6 degrés, ressenti 2, notamment au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher. La force du vent va osciller aux alentours des 17 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 79%. Demain après-midi, au Havre, le ciel sera fort encombré de nuages. La température sera de 9 degrés, ressenti 6, le vent va atteindre en moyenne les 24 km/h direction sud. Demain en soirée, le ciel sera fortement nuageux, mais pas de pluie à l'horizon. La température sera de 9 degrés, ressenti 5 dans l'agglomération et le vent devrait atteindre en moyenne les 36 km/h direction sud-sud-ouest. Je vous le disais en introduction d'émission avec le Flash Info, un projet immobilier à la place de l'école Schlewitz au bois de Bléville est en cours. Plus d'informations tout de suite avec Mathieu et les informations locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 12 février. Le visage du bois de Bléville devrait changer à hauteur du 28 avenue du bois de Bléville au Havre. À ce numéro, l'école Maurice Schlewitz y était installée. Elle est désaffectée depuis 2022. La ville du Havre a eu pour ambition de transformer le site en projet immobilier. C'est au groupe CIF Normandie que le terrain a été cédé. Le promoteur va y construire 14 logements en accession à la propriété sur une surface totale de plus de 1000 m². Une accession à la propriété facilité avec un taux de TVA réduit à 5,5%. En plus du bâti, l'environnement végétal qui entoure le site sera également conservé au maximum. Lors du conseil municipal du Havre qui s'est tenu lundi 5 février, la conseillère municipale d'opposition Nathalie Neil a déploré la disparition de l'école Maurice Schlewitz. Elle estime dommageable de supprimer cette école. En juillet dernier, sous un soleil de plomb au Havre et en toute décontraction, la première dame de France, Brigitte Macron, était au Havre aux côtés d'Édouard Philippe. Elle est venue au Havre parce qu'il y a du potentiel et que la ville est en pleine expansion. C'est ce qu'elle déclarait alors dans les colonnes de Paris-Normandie. Et c'est la cité maritime qui a été choisie pour installer une antenne de l'IVE, l'Institut des vocations pour l'emploi
école qu'elle préside. Ambition tenue donc avec l'ouverture du 6e campus de cette école prévue une semaine après la rentrée scolaire 2024, quai de l'Arsenal entre la tour Alta et le bassin du commerce. Cette école est destinée à des personnes de plus de 25 ans habitant toute la Normandie et n'étant ni en poste ni en formation depuis au moins 12 mois et avec au moins un niveau de 3e. Le but de cette formation, saisir l'opportunité de se découvrir une vocation, de développer un projet professionnel et d'accéder à l'emploi. Des adultes qui sont donc remis en selle et accompagnés au cours d'une promo d'une 50aine de personnes et pendant 5 mois. Brigitte Macron, ancienne professeure de lettres, donnera une fois par mois des cours sur le campus havrais, des cours de littérature et de culture générale. Depuis le lancement de Livre en France il y a 5 ans, cette école de la deuxième chance pour les plus de 25 ans, 1100 personnes en sont sorties, donc 80% vers l'emploi ou la formation. Installée à Bréauté, près de Goderville, une ferme d'élevage de cochons a le projet de s'agrandir. Les 3 agriculteurs veulent quasiment doubler leur nombre de porcelets à l'année, en passant de 5500 à 10 000. Plusieurs riverains ont fait savoir leurs inquiétudes via l'enquête publique ouverte en mairie de Bréauté de décembre 2023 à janvier 2024, quand ils ont appris de manière fortuite l'existence de ce projet. Le collectif Au Bien Commun, basé dans la région fécampoise, s'interroge également sur l'impact de la mise à jour du plan d'épandage du lisier sur les nappes phréatiques, la qualité de l'eau étant déjà très mauvaise du côté de Goderville. À cela, la famille Foubert, exploitante de cette ferme, répond qu'elle respecte les normes en vigueur et qu'elles ont repris les préconisations de l'hydrogéologue. Les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'épandage seront transportées jusqu'à un méthaniseur en Bretagne, une distance que dénoncent également les riverains et le collectif, d'autres méthaniseurs étant plus proches, un choix justifié par les entrepreneurs. C'était le seul qui leur offrait une avance financière leur permettant de boucler financièrement leur projet. Le dispositif Bourse au permis a été lancé il y a 1 an à Saint-Romain-de-Colbosc. L'idée est de donner une aide financière à un jeune âgé de 17 à 25 ans habitant la commune de Saint-Romain-de-Colbosc et qui désire passer son permis en échange de 25 heures de bénévolat à effectuer auprès d'une association ou d'une structure locale. L'aide de 300 € pour le permis voiture et de 200 € pour le permis moto est versée au terme de la formation, que l'examen soit réussi ou pas. La mairie a signé un partenariat exclusif avec l'auto-école Motor Club, située également à Saint-Romain. Ce dispositif doit contribuer à favoriser la mobilité. Il est complémentaire d'ailleurs à un autre dispositif mis en place par le département de Seine-Maritime, le dispositif Topla. Et enfin, la première édition de la Monty Geek Convention a eu lieu en février dernier. Ce fut un succès phénoménal avec plus de 3200 passionnés de pop culture au gymnase Christian Gand. En 2024, la manifestation est de retour les vendredis 1er mars et samedi 2 mars. Au programme, des stands, de la vente de produits, des animations, encore des bornes d'arcade. Les visiteurs pourront aussi assister samedi à la conférence de 2 comédiens de doublage. Jean-Claude Donda, qui a notamment fait les voix de C3PO dans Star Wars, et Guillaume Bria, qui a fait la voix d'Obélix dans Astérix, le secret de la potion magique, et qui a incarné le roi Burgonde dans Kaamelott. Merci Mathieu, et pour bien commencer cette nouvelle semaine, on est parti pour 3 événements qui sont organisés juste à côté de chez vous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le premier événement se déroule aujourd'hui à Fécamp avec un atelier parentalité dans le cadre des compétences petite enfance et du dispositif national Les 1000 premiers jours. L'agglomération a créé un pôle parentalité et propose des ateliers gratuits dédiés aux parents. Ce sont des ateliers ludiques, pédagogiques et sensoriels, et c'est ce soir à 18h à la crèche Léon Dufour de Fécamp, 37 bis boulevard de la République, et c'est donc gratuit. Vous pouvez les appeler au 02 35 28 96 95. Notre prochain événement, c'est au Havre, mais c'est demain. C'est une conférence « Les monstres marins entre mythes et réalités zoologiques ». Le Volcan et le Muséum d'histoire naturelle s'associent pour vous proposer une plongée dans les limbes sous-marines décrites par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, en compagnie d'un scientifique et d'une dessinatrice. C'est à 18h demain au Volcan, c'est totalement gratuit. Sur réservation au 02 35 19 10 20 ou sur le site levolcan.com.
Et demain, au Havre, c'est une exposition qui vous attend de la skyline de New York aux silhouettes havraises. Existe-t-il une différence entre la skyline du Havre, telle qu'on la voit et telle qu'elle est perçue ? C'est pour répondre à cette question que l'agence d'urbanisme Le Havre, estuaire de la Seine, a analysé près de 200 skylines existantes en les confrontant aux réalités du paysage urbain havrais. Les conclusions de ces recherches seront présentes lors de l'exposition qui se tiendra au Forum de l'Hôtel de Ville du 13 au 24 février. C'est toute la journée, notamment du lundi au samedi. Et puis demain, il y aura donc une visite guidée à partir de 17h30. Mais l'exposition est visible toute la semaine. Vous pouvez réserver directement auprès de Joséphine Billet, qui est responsable de cette exposition, par mail à j.billet, BI2LEY, @aurh.fr. Il est 17h10 sur Westrack Radio, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johnny Mafia, qui est donc un artiste que l'on va découvrir aujourd'hui. C'est un artiste français qui a sorti un nouvel album et qui est aujourd'hui sélectionné par la Ferrarock pour notre découverte musicale du jour, mais qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de cette semaine. L'album s'appelle 2024 Année du Dragon, avec de nombreuses influences. On va retrouver un peu de rock, un peu de pop dans ses influences. Et on va écouter aujourd'hui 2 titres, Hammer et Rule Bell Rules. Je vous propose justement d'écouter et surtout de pouvoir découvrir ce qu'il nous propose avec cette découverte musicale. Et juste après, on se retrouve en compagnie de la pâte normande pour notre reportage du jour et de Michel qui va nous parler de recettes véganes et végétariennes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Johnny Mafia s'appelle 2024 l'année du dragon et c'est sorti le 9 février 2024 chez El Muchacho Records. Johnny Mafia, l'incandescent groupe de rock français, est de retour avec ce nouvel album donc explosif. Fondé par 4 lycéens à 100, Johnny Mafia s'est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène. Avec plus de 450 concerts à leur actif, ils ont acquis le public à travers la France et au-delà. Après 3 albums marquants, Johnny Mafia est devenu le fer de lance d'une scène musicale française en perpétuelle évolution.
Leur dernier opus, Prince de l'amour, enregistré par Jim Diamond, a été largement salué par la presse spécialisée, mais c'est avec Sentimental, leur troisième album enregistré au studio Warm Audio sous la houlette du talentueux producteur Chris Banel, que le groupe a réaffirmé sa singularité. L'album 2024 Année du Dragon, le quatrième opus de Johnny Mafia, a été enregistré et réalisé par Francis Cast. Ce nouvel album promet de briser encore plus les barrières, propulsant le groupe vers de nouveaux horizons musicaux. Le groupe célèbre la sortie de ce nouvel album avec une release party le 5 avril 2024 à la Maroquinerie à Paris, un événement prometteur à ne pas manquer. Préparez-vous pour une année du dragon intense et inoubliable avec Johnny Mafia. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était notre découverte de Johnny Mafia, un artiste français, un artiste aux influences rock qui a sorti cette année un nouvel album, 2024 Année du Dragon. On a écouté 2 titres, un qui s'appelle Hammer et l'autre c'est Rules, Bulls, Bells. J'ai pris ma respiration pour le prononcer. Allez, on va retrouver tout de suite notre reportage du jour en compagnie de Camille qui nous présente l'association havraise mais aussi normande, la Patte Normande, histoire de découvrir les félins de l'association mais aussi le foyer qu'elle propose.
Les refuges animaliers accueillent des animaux abandonnés par leurs propriétaires ou provenant des fourrières dans l'espoir de leur offrir une meilleure vie et de trouver par la suite de nouveaux propriétaires. Un refuge est principalement géré par une association de protection animale et c'est notamment le cas de La Patte Normande dont j'ai reçu Élodie, la présidente, ainsi que Ivani, bénévole au sein de l'association. Je m'appelle Élodie Dufresne, je suis la présidente de l'association de protection animale La Patte Normande depuis 2011 maintenant. Et moi je suis Ivani Levé, je suis bénévole au sein de l'association depuis bientôt 4 ans et j'ai suivi le projet depuis le départ. Ce projet à la base c'est le refuge, c'est ça ? C'est ça. Depuis le début, l'association fonctionne par des bénévoles familles d'accueil. Donc tous les chats ou animaux que l'on récupère de la rue ou d'abandon sont accueillis chez les bénévoles jusqu'à leur adoption. Et là, le projet, c'était vraiment d'avoir plus de place et d'avoir un terrain vraiment dédié aux animaux difficilement adoptables, pour lesquels on a du mal à trouver des prises en charge ou des familles, et d'avoir une sorte de sanctuaire où ils pourraient vivre correctement et finir leur vie chez eux. Un endroit plus grand avec peut-être un espace jardin aussi ou... Ah bah là, grand jardin, on a acheté un clos masure donc à Bolleville, à côté de Bolbec, qui fait 4,8 hectares. Donc ouais, niveau jardin là, on est bien. Là c'est Ils ont bon. de la place. Maintenant ils ont de la place. On est beaucoup moins limité. On sera beaucoup moins amené à refuser des prises en charge à cause de l'espace. Mais maintenant il y a toute la partie chatterie. Ils ont le terrain, mais ils ont pas encore la maison en fait. Donc maintenant, il y a toute la partie chatterie à faire et c'est ça le gros projet de 2020. La réponse peut être un peu logique, mais pourquoi avoir décidé de se lancer dans un projet comme ça Depuis 2011, le projet, c'est de secourir un maximum d'animaux qui en ont besoin. Ça n'a pas changé. Et là, maintenant, le projet, c'est d'en accueillir plus Et mieux. et mieux. Voilà. Au bout d'un moment, toute seule, on peut pas. C'est un boulot à plein temps, même si c'est pas mon boulot et que ça reste de la passion. Mais au bout d'un moment, on était tous d'accord qu'à plusieurs, avec plus de places et plus de moyens, on ferait. Vous avez été toutes les deux à acheter, c'est ça, l'endroit ? En fait, en tout, nous sommes 4. Élodie, sa mère et mon mari et moi. Donc, on a vendu en tout 3 maisons personnelles pour pouvoir avoir le budget pour se porter acquéreur de ce clos masure. Pour dédier vraiment, pour offrir un bel endroit Oui. aux animaux. C'est ça. Super. Et alors, l'association, comment ça s'est passé au début, la création ? Ça remonte à loin peut-être ? Ça remonte à quasiment 13 ans maintenant. Donc, j'ai créé l'asso à l'époque avec ma sœur, qui maintenant gère une autre asso dans le Calvados. Mais à l'époque, on a créé l'asso toutes les deux. On a commencé par être bénévole dans d'autres associations. On a découvert la protection animale un peu par hasard. C'est vrai que tant qu'on met pas le nez dedans, on se rend pas compte en fait de tout ce que ça implique. Du nombre d'animaux euthanasiés toutes les semaines en fourrière, du nombre d'abandons, du nombre de maltraitances. C'est vraiment une fois qu'on a le nez dedans qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Donc au départ, on était toutes les deux bénévoles pour d'autres associations. Et au bout d'un moment, sur le Havre, il n'y avait pas énormément de possibilités d'assaut. En fait, les associations étaient loin et c'est compliqué d'être bénévole d'une association qui est à l'autre bout de la France. Donc à l'époque, on s'est dit on va créer notre asso et puis on verra si on y arrive ou pas. Et puis bon, 13 ans après, on est toujours là, donc je me dis ça va, on y arrive. Est-ce que c'est que pour les chats du coup, principalement ? Principalement. Maintenant, on fait principalement des chats. Il y a quelques années, on sortait également des chiens de fourrière, mais maintenant, on n'a plus forcément les familles d'accueil pour, ni les lieux adéquats pour ça. Donc, on fait principalement du chat, mais bon, dernièrement, on a récupéré des canards, des fois, on a récupéré des lapins, des chèvres, voilà, ça reste varié, mais c'est 95% de chats. Et recueillir des chats, des canards, c'est comme différent, j'imagine. Est-ce qu'il y a un diplôme ou une formation à suivre spécifique ou pas du tout ? Alors, il y a une formation qui est obligatoire, qui est l'ACACED pour les chats ou chiens. Après, il y a différents modules en fonction des animaux que l'on récupère. C'est la seule formation qui est obligatoire en France. Après, c'est plus avec l'expérience. Faut être bien entouré. Il faut des bons vétérinaires qui nous expliquent. Il faut s'impliquer, il faut apprendre. Voilà, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes besoins entre un canard, une poule, une chèvre, un chat. Il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Pour les bénévoles, peut-être du coup je vais m'intéresser aussi aux bénévoles. Pourquoi tu as décidé de te lancer aussi dans ce projet-là ? En discutant, effectivement, à la base moi je suis une adoptante. J'ai rencontré l'association comme ça et en discutant avec Élodie, comme elle disait, une fois qu'on a ouvert les yeux sur la maltraitance animale, les abandons, on peut plus regarder ailleurs, c'est pas possible. Donc l'idée ça a été de s'investir auprès de l'association pour essayer de voir au maximum ce que je pouvais faire pour aider. Donc au début ça a été éplucher beaucoup de fruits, parce qu'on vend beaucoup on fait des confitures pour vendre sur des stands. J'ai commencé après à être famille d'accueil aussi,
de petits chatons à biberonner. Et un pas après l'autre, effectivement, on s'est dit que c'était bien ce qu'on faisait déjà, mais que comment on aurait pu faire pour faire mieux. Et c'est là que du coup, un jour, Elodie m'a parlé, tiens, j'ai une idée un peu folle, peut-être que... Et quand on m'a exposé son plan, j'ai fait, bah oui, non, c'est pas fou du tout. Au contraire. Vous êtes tous au même endroit, du coup, vous viviez au même endroit ou pas du Oui. tout? Ok. Parce que vous avez vendu 3 maisons, c'est... C'est ça, donc c'était la complexité, il fallait vendre les 3 maisons en même temps et trouver un terrain après qui puisse accueillir et l'association et la châterie et nous aussi au passage du coup parce Oui. que bon, donc après ça a pris du temps, ça s'est pas fait en une journée, mais on a réussi, on a trouvé le terrain. C'est un projet qui avance bien mais qui n'est pas fini, mais qui avance Et bien. justement, pour qu'il avance, il faut peut-être qu'il y ait des dons aussi. Comment ça marche? Bah en fait, là, actuellement, pour la châterie, on est passé par un financement participatif sur la plateforme Ulule, qui effectivement là est sur un temps donné. C'est-à-dire que là, nous avons jusqu'au 19 janvier pour recueillir soit des dons, défiscalisables, bien sûr, soit acheter des contreparties. Donc ça va de 6 € à 10 000. Oui, après il y a pas de montant maximum. Voilà. Oui, non, mais c'est juste, de toute façon, c'est les dons, mais c'est si les gens veulent donner de l'argent justement pour vous aider à faire ce projet-là, c'est sur... Ulule, la plateforme Ulule. Ulule. Pour l'instant, Ok. voilà, il y a le crowdfunding qui est en ligne sur Ulule. C'est la première partie, on va dire. Là, c'est vraiment le financement jusqu'au 19 janvier. Le but, c'est d'atteindre au moins 20 000 € pour qu'on puisse financer, bien démarrer et financer le plus gros des travaux. On démarche également des entreprises et des particuliers pour récupérer des dons de matériaux. Donc là, jusqu'au 19 janvier, le but, c'est que tous les gens qui se sentent concernés et qui ont envie d'aider puissent participer via Ulule, la création du refuge. Et après, il y aura aussi le chantier participatif, parce que voilà, tout le monde ne peut pas donner d'argent ni de matériel. Tout le monde n'a pas envie de donner d'argent ni de matériel, mais si des gens veulent venir aider en donnant un coup de main pour les travaux parce qu'ils savent faire, on aura aussi besoin de gens pour nous aider en plus concret, quoi. Des bras. Des Des bras. bras. Besoin oui. de beaucoup de bras. Vous êtes combien de bénévoles à peu près? Si on compte un peu tout le monde, parce qu'il y a les familles d'accueil, il y a les bénévoles qui gèrent les stands, il y a les bénévoles qui gèrent la com, il y en a qui créent, voilà, on a Josiane qui fait plein de confitures, par exemple, et qu'on vend sur les stands. On doit être une 30aine à peu près, ça change assez régulièrement. Il y a une petite équipe fixe qui nous suit depuis des années. Un noyau dur. Voilà, un noyau dur. Après, il y a des bénévoles temporaires, il y en a qui... Voilà, il y a un peu de tout, ça dépend. De tous les cas, on est toujours ouvert aux nouveaux bénévoles. Aux familles d'accueil. Aux familles d'accueil, après ça peut être pour tenir des stands, pour organiser des collectes, pour créer des choses. On cherche toute l'année des bénévoles. Si on veut devenir bénévole, comment ça marche? On vient vous voir, on va sur votre site? On peut nous contacter effectivement via les réseaux sociaux, comme tout le monde, Instagram, Facebook, par mail également, par téléphone. Alors il faut vraiment me laisser des messages parce que c'est vrai que je reçois tellement d'appels que pour l'instant, entre les travaux, l'installation, en téléphone c'est compliqué, mais il y a moyen de nous contacter dans tous les cas assez facilement. Alors ça va être plus question adoption, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui veulent adopter en refuge, qui hésitent ou... Faut pas hésiter. Il y a tellement de chats dans les rues que non, allez pas chercher à acheter une marque. Non, une race. Faut aider tous ces chats qui sont dehors, qu'on récupère. Il y a Ils encore, sont- excuse-moi, Oui. il y a encore beaucoup d'appréhension sur l'adoption en refuge. Et souvent, les gens ont peur, ils n'osent pas parce que on connaît pas le passé de l'animal. Ici, il a toujours vécu dehors, il va pas s'adapter. Enfin, on sent que beaucoup de gens ont peur et c'est pour ça que quand ils se dirigent dans une association, beaucoup demandent des chatons. En partant du principe que si j'adopte un chaton, je vais pouvoir l'éduquer, je vais pouvoir l'habituer plus facilement à chez moi. Mais en fait, l'appréhension, elle peut se comprendre, mais elle est fausse. Même si un chat a vécu des années dans la rue, il s'adapte très bien. Peu importe son âge, il s'adapte. De toute façon, les chats qui sont trop sauvages ou qui, eux, effectivement, ne sont pas faits pour une vie en maison, on les propose pas à l'adoption, tout simplement, ces chats-là. Les chats qu'on propose à l'adoption, alors oui, il y en a qui vont avoir 2 ans, il y en a qui ont peut-être 10 ans, et il y en a qui ont passé toute leur vie dans la rue. Et pourtant, une fois qu'on les a pris en charge et qu'ils découvrent un peu le contact avec l'humain, le confort, le fait d'avoir à manger tous les jours, mais ce sera le meilleur chat que vous ayez jamais eu en fait, parce qu'il a une reconnaissance. Mine de rien, on a beau dire ce sont des chats, faut pas mettre des sentiments humains, tout ce qu'on veut, mais il y a des chats où on sent qu'ils sont heureux de cette nouvelle vie et ils le montrent et ils vous le partagent. Donc le conseil que je peux donner, c'est ne vous arrêtez pas où on dit on peut adopter un adulte, on peut adopter un chaton, on peut adopter n'importe quel chat en fait. Il faut
juste, expliquez-nous clairement votre mode de vie. Nous, on connaît nos animaux, on sait lequel pourra correspondre et lequel s'adaptera. Et voilà, on n'adopte pas un chat au physique et peu importe son âge, il y a possibilité d'avoir une belle histoire avec lui. C'est ça justement, quand je disais plutôt les conseils, c'est des choses à savoir avant d'adopter pour sensibiliser. Peu importe l'animal qu'on adopte, il faut déjà se poser les bonnes questions de est-ce que j'ai du temps à consacrer à mon animal ? Est-ce que je vais être prêt à dépenser de l'argent si un jour il est malade ou s'il se blesse ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour un animal. Mais dans ce cas-là, on n'adopte pas. Et puis là j'adopte un chat, je m'engage pour 15 voire 20 ans. Faut vraiment tout prendre en compte. Faut que ce soit comme les gens on le dit depuis des années, tous les refuges le disent depuis des années, il faut que ce soit une adoption réfléchie et que tout soit pris en compte. C'est pas parce qu'on veut un chat maintenant, on en prend un. Si je prends un chat maintenant, est-ce que je suis sûre que dans 10 ans, je m'en occuperai toujours ? Et heureusement, la plupart des gens, oui. Après, on sait qu'il y a les aléas de la vie et que parfois, malheureusement, des gens sont obligés d'abandonner leurs animaux. Et des fois, il n'y a pas le choix parce que c'est la vie. On peut pas reprocher ça à tout le monde. Mais c'est vrai quand, là, par exemple, cette année, quand le 23 décembre, je reçois un appel d'une dame qui veut adopter son chat parce qu'elle a des puces. Tu veux abandonner. Elle veut abandonner. Pas adopter. Elle veut abonner son chat parce que son chat a des puces. Je me dis, cette dame-là, est-ce que vraiment c'était une adoption réfléchie au moment où elle l'a pris, quoi ? Et on se dit, il y a du boulot, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Après, c'est mon ressenti à moi, je sais pas si Vanny a le même, mais... Déjà, le simple fait que maintenant, effectivement, c'est la loi, c'est comme ça, tous les chats qu'on place sont pucés, vaccinés, s'ils ont l'âge, ont été stérilisés, et s'ils sont encore chatons, c'est dans le contrat, les gens sont dans l'obligation de stériliser leur animal. Et c'est vrai que maintenant, pour les gens, ça paraît logique quand on dit ça. Oui, c'est moins choquant. Les gens, ça commence à rentrer dans la normalité d'identifier et de stériliser son chat. Pas pour tout le monde, évidemment, quand on voit le nombre de chatons qui naissent dehors tous les ans. On se dit que c'est pas encore 100% de la population, mais c'est un discours qui commence, les gens s'habituent. Ça ne choque plus de dire oui, il faut stériliser votre chat, oui, même s'il vit en appartement, même si c'est un mâle. L'identification, stérilisation, c'est obligatoire. Enfin, ça devrait l'être. L'identification est obligatoire, la stérilisation ne l'est pas malheureusement, mais il faut que ça devienne un réflexe. Parce qu'il y a juste à regarder les chiffres et qu'actuellement en France, il y a trop de chats par rapport au nombre de foyers qui a la capacité d'en accueillir, tout simplement. Il y a encore des gens qui nous disent oui, mais si on stérilise tous les chats, il n'y en aura plus. Mais il y en aura toujours en fait, parce que des chats dehors, il y en a des millions et qu'on n'aura jamais stérilisé tout le monde dans tous les cas. Donc, mais si déjà on peut réduire toute la misère qui découle de ces naissances non contrôlées dans la nature, ce serait... Ça me fait penser à quelque chose. Pendant le Covid, je sais qu'il y a eu beaucoup d'abandon d'animaux. Oui. Est-ce que vous avez remarqué ça, puisque vous avez commencé en 2011, donc vous avez vu 2020, 2021, tout ça, la période du Covid. Est-ce que vous avez remarqué, vous, une grosse vague d'abandon ? Alors la vague d'abandon, elle n'est pas arrivée pendant le Covid, elle est arrivée dans les 18 mois qu'on suivit la fin des confinements, de la phase Covid, tout ça. Une fois que tout le monde avait repris sa vie d'avant, sa vie normale, on va dire, dans les 12 mois qu'on suivit ça, la fin du dernier confinement, il y a eu une recrudescence d'abandon. Des gens qui avaient adopté pendant le Covid, parce que télétravail, parce qu'on a le temps, parce que... Donc il y a eu beaucoup d'adoptions. Au premier confinement, il y en a eu aussi, je crois, pas mal, mais moins au deuxième. Sauf que après, quand les gens ont repris leur vie, je pense que certains se sont aperçus qu'en fait, ils n'avaient pas le temps ni l'envie de s'occuper d'un animal. Et l'après-Covid, oui, il y a eu une recrudescence d'abandon de jeunes chats d'1 an, 1 an et demi, ouais. Il y en a eu quelques-uns. Il y a des moments où j'imagine que vous ne pouvez pas accueillir tous les chats du monde non plus, mais comment ça se passe dans le cas où vous ne pouvez pas accueillir... En cas de refus. En cas de refus, est-ce que vous l'envoyez dans un autre refuge ou... Après, disons que la patte normande a la réputation un peu d'être, j'allais dire, le dernier recours. Refuse moins, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, un chat tout cabossé, un chat tout abîmé. Même certaines associations vont dire appeler la patte normande. Mais c'est un peu, malgré nous, spécialisé dans les cas compliqués. Les âgés, les craintifs, les fives, les leucoses, les cabossés de la vie. Mais après, oui, on refuse des prises en charge. Il y a des fois, on n'a pas le choix, parce que quand on n'a pas de place, le but, c'est pas de les entasser à l'assaut, les animaux, quoi. On réoriente les gens, oui et non, ça va dépendre du motif de l'abandon. La dame qui voulait abandonner parce que son chat a des puces, je l'ai pas réorienté vers une autre asso, je lui ai juste rappelé qu'un chat qui a des puces, c'était pas grave. Ça fait
parties de l'animal et que dans ce cas-là, une pipette antipuce chez un véto, et puis le problème était réglé. Et que des fois, on essaie de rappeler aux gens que oui, mais vous êtes engagés quand même vers cet animal quand vous l'avez adopté. Enfin, prenez un peu vos responsabilités et c'est toujours un peu... C'est pas un jouet, c'est pas un objet de décoration. C'est un être vivant qui a ses émotions, qui a son ressenti. Et c'est pas quelque chose qu'on pose à un endroit et quand on n'a plus envie ou parce que ça colle plus avec le nouveau canapé ou la nouvelle déco, on le met dehors ou on en change. Enfin non. Mais c'est compliqué de refuser une prise en charge parce que c'est vrai qu'on a toujours l'envie de dire oui à tous les animaux, même quand des gens nous signalent un chat errant. Bien sûr qu'on a envie de l'aider, mais si on dit non, c'est que vraiment c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et il y a toujours cette appréhension de dire il va devenir quoi en fait celui-là. Si je le prends pas, est-ce que malheureusement dans quelques temps on va me signaler qu'il est décédé? C'est ça. Donc quand effectivement on nous signale des animaux errants, on essaye au maximum de trouver une solution, soit par nous, soit par d'autres assos. Et c'est vrai que par contre quand ce sont des abandons en direct. Quand c'est un motif légitime, il n'y a pas de souci, on va aider les gens. Soit à replacer le chat, soit à le prendre en charge. Quand c'est des abandons pour des motifs... irréels pour nous, mais... ce qui nous paraît surréaliste. Anodins, on va dire. Des motifs anodins, on va dire. Je pars du principe que les associations ne sont pas des poubelles. Il faut que les gens arrêtent de penser que oui, mais je vais prendre un chat parce que c'est pas grave, si j'en veux plus, je le mettrai à la SPA. C'est vrai qu'au début de l'assaut, on avait tendance à s'écraser juste par peur de ce qui allait arriver au chat. Heureusement, je n'en suis plus à cette phase-là et il faut dire aux gens quand ils font n'importe quoi. Alors oui, il y a le risque que qu'est-ce qu'ils vont faire de cet animal ? Une fois qu'on les a mis face à leurs responsabilités en disant mais vous abandonnez votre animal pour une raison qui n'est pas du tout légitime. Alors il y en a qui vont aller l'abandonner n'importe où dans la rue, mais en fait c'est pas aux assos ou aux refuges de s'en vouloir pour ça. On n'est pas responsable de la bêtise des gens. Il y en a qui nous le disent clairement, si le chat est fini dehors, ce sera de votre faute. Non, vous me ferez pas culpabiliser, ce sera pas de ma faute parce que c'est vous qui l'avez adopté et c'est vous qui allez le mettre dehors. Et c'est pas parce que je vous dis qu'aujourd'hui je peux pas le prendre que je suis responsable de ça. Faut que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables de l'adoption, ils sont responsables de l'abandon. Et c'est pas parce qu'une asso ou un refuge est saturé et ne prend pas en charge leur animal que c'est de notre faute. Comme l'idée qu'ont souvent les gens, je peux mettre un chat dehors, c'est pas grave, il va se débrouiller tout seul. Il va chasser des souris, il va se nourrir. Non, ça non plus. Non, ça c'est une légende urbaine, ça. C'est non. Il y en a quelques-uns qui effectivement auront le caractère, auront la capacité et seront dans une zone où il arrive à se nourrir suffisamment. Mais c'est quoi ? C'est 5% des chats abandonnés. À peu près. Les autres, ils vont juste mourir de faim ou de froid ou de maladie, et ou d'ailleurs. Souvent les deux. Cocher la bonne réponse, mais c'est un grand sujet, la protection animale. Il y a encore du boulot. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend du temps, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, pas d'horaire, mais on sait pourquoi on le fait. Le plus dur, ce que je dis souvent à mes bénévoles, quelqu'un qui veut s'engager dans la protection animale, je leur dis souvent, vous savez, le plus dur dans la protection animale, c'est pas les animaux. Oui. Ce sont les humains. L'animal, il a des réactions logiques de chat, de chien. Il y a toujours une cause à sa réaction, à son comportement. L'humain est totalement aléatoire. C'est beaucoup trop. Et c'est ça le plus dur à gérer. C'est pas les chats malades. Même si c'est très dur quand on passe des semaines à soigner un animal pour que finalement il finisse par décéder ou une adoption qui se passe mal. Oui, psychologiquement, c'est pas facile, même moralement, mais la bêtise humaine est plus lourde. Oui, beaucoup plus difficile à gérer. On a parlé de pas mal de choses. Vous auriez encore un petit mot sur le refuge que vous avez comme projet de créer? Des petites infos qu'on aurait oubliées ou... On a besoin d'un maximum d'aide. À tous les niveaux. Voilà, oui, c'est un gros projet. Si on veut que tous ces chats un peu laissés pour compte aient un endroit pour vivre assez rapidement, alors oui, on est sûrement la je sais pas combienième association à demander de l'aide. À demander de l'aide et à demander de l'argent. Et on sait bien que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas donner. On sait que les temps sont durs, mais voilà, la cagnotte Ulule est en ligne jusqu'au 19 janvier. Et il n'y a pas de petits dons. 6 000 personnes donnent 1 euro, voilà. Voilà, alors oui, on a besoin de l'aide de tout le monde, effectivement. On a vraiment besoin de faire monter la cagnotte jusqu'au 19 et même un petit peu, ça aide toujours. Et on a aussi beaucoup de chats âgés à l'adoption. Et qui sont tous des amours, vraiment. Où est-ce qu'on peut vous contacter en particulier? On a dit tout à l'heure les réseaux sociaux, mais est-ce que je peux avoir un nom? Sur les réseaux sociaux, ça va être Sherazade ou Elodie, principalement, qui vont vous répondre. Et après, il y a l'adresse mail tout au singulier, pat.normande@gmail.com. Sur Facebook, Instagram aussi, c'est la Pat Normande aussi? La Pat Normande, oui. Ça marche, super. Et merci beaucoup d'être venu. Et puis, on encourage les gens qui nous écoutent à faire des dons ou au moins à soutenir et
à être sensibilisés à votre refuge et votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à Elodie et Ivani de nous avoir fait découvrir leur association. Pour les suivre et les soutenir, c'est sur Facebook ou Instagram. Et pour contribuer au projet de construction de leur nouveau refuge, c'est sur le site ulule.com. C'était Camille pour Westrack Radio. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et vous êtes à l'écoute du Magal Ouest en compagnie de Lucie, il est 17h40. On va donc retrouver notre invité du lundi et c'est Michel. Coucou Lucie, ça va ? Comment ça va Michel ? Ça va, il fait beau. Si elle est bleue, les journées rallongent, ça fait plaisir. Ouais, pas trop de travail avec cette Saint-Valentin. Saint-Valentin, si, j'ai commencé, ouais. J'ai commencé les préparations tout doucement, ouais. Parce qu'il y a des marinades, voilà, il y a des trucs qui demandent du temps, donc... Il faut laisser faire, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va pas parler d'amour, on en a déjà parlé la semaine dernière. Tu vas nous parler... Quoi que si. Il y a eu... Oui, c'est vrai. Les fruits et légumes, c'est cool, quoi. On a beaucoup parlé de viande. Et on a eu envie de parler un peu de véganisme. Et tout ça, végétarien, végétalien, justement. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, je me tente. Pour moi, vegan, c'est l'anglais de végétalien. Non, c'est vrai ? Raté. Ah mince ! C'est végétarien ne consomme que des légumes et aussi certains produits issus du monde animal, c'est-à-dire les produits laitiers et les œufs. Par contre, végétalien ne mange rien issu de l'animal. Donc pas de lait, pas d'œufs. Et vegan, c'est quoi ? C'est non seulement c'est un végétalien, mais en plus qui refuse tout ce qui est animal, c'est-à-dire la laine, le cuir, c'est-à-dire c'est dans toute sa façon de consommer, même en dehors de l'alimentaire. C'est-à-dire pas de cuir, pas de laine, faut rien issu de l'animal. T'es en train de me dire que toutes les fois où j'ai râlé en disant arrêtez de dire vegan parce que c'est le mot anglais, voilà. J'avais tort. Ouais, vegan c'est l'extrémisme, c'est vraiment la préservation totale de l'animal. C'est un refus complet de l'animal dans le monde de consommation. Et végétalien, c'est ne pas consommer au niveau alimentaire uniquement. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui peut très bien porter du cuir, qui mange... qui mange pas de voilà. beurre. Alors, parce que il y a aussi ce truc-là, on le fait d'un point de vue écolo ou préservation des animaux, mais il faut savoir qu'il y a aussi des religions qui sont en Inde, 3/4 des Indiens sont complètement végétariens. Donc voilà, c'est pas uniquement par idéologie, ça peut être religieux... ou même par culture, faut pas pousser aux extrêmes. Des fois aussi pour des raisons de santé. C'est parce qu'on bouffe tellement de merde industrielle que maintenant faut faire gaffe aussi à ce qu'on bouffe. Ça c'était pour la terminologie. Dans les trucs rigolos, pour parler encore réchauffement de la planète dans les trucs de merde, faut savoir que là on a des fraises gariguettes françaises qui sont sorties, les asperges et tout. Ça commence donc le printemps a juste 3 mois d'avance, quoi. Ouais. Alors faire gaffe, je pense pas que ça vienne de serre chauffée et tout, je connais un peu les producteurs, je pense que je parle de ça parce que on va parler de fruits et légumes, faire gaffe, c'est le réchauffement, faut consommer juste, consommer locaux, voilà, là on parle de produits français, donc pour défendre nos agriculteurs, encore une fois, parce que j'ai senti que ça s'énervait encore à nouveau. Oui. Et faut aller dans la région, il y a plein de choses chouettes, il y a toujours la saisonnabilité qui existe malgré tout, Là, c'était les champignons, c'était cool. Comme il fait encore un peu chaud et il y a encore un peu d'humidité, il y a encore des champignons, donc faut en profiter. C'est, disons, un automne qui dure longtemps, là, en ce moment. Que dire encore ? Un peu de prévention, quand même, sur le végétarisme et le végétalisme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins, là, je vous résume des dizaines de pages. Alors, merci ChatGPT, ça m'a un petit peu aidé. Non, résumé, non, mais je suis très déçue, là. J'ai un métier, moi. Et moi aussi. Ouais, mais j'aimerais... Bon, bref. J'ai pas le temps. Non, c'est juste, il m'a résumé des dizaines de pages. Et j'ai demandé, ce que j'en ai compris, c'est faut pas de végétalisme, surtout végétalisme, pas en dessous de 3 ans, non.
Les ados, faut éviter aussi parce qu'ils sont en plein développement, faut attendre la fin de la formation du cerveau. Parce que le cerveau, il a besoin de fer, de phosphore, de vitamine B12, de vitamine B9 et tout ça, on le retrouve, j'en suis désolé, mais dans l'animal. Alors le fer, oui, il y en a beaucoup dans les lentilles, il y en a plus dans les lentilles que dans du bœuf, par exemple. Mais on a aussi besoin de protéines. Et les protéines végétales ne suffisent pas en apport. Voilà. Là, je parle vraiment. Faire attention. Les femmes enceintes aussi. Faire attention aux carences. Ouais. Pas faire le con non plus quand on est diabétique, quand on a des problèmes de foie, enfin, etc. Ouais. Dès qu'on a une maladie liée à la consommation d'aliments. Et contrario, ça peut aider aussi quand on a des problèmes de santé, de manger moins de viande, etc. Quand on a des problèmes de côlon, par exemple. On peut commencer par adapter. Voilà. On n'est pas obligé de voilà. partir directement. Et surtout, aller voir un professionnel, une nutritionniste ou un nutritionniste diplômé qui va vous dire quoi manger et dans quelle quantité, et ainsi de suite, rééquilibrer, une petite prise de sang, etc. Commencer progressivement. Je vais donner un peu de mon intimité. J'ai mon fils qui est autiste et il est beaucoup dans la monoalimentation. Donc, par exemple, les légumes, ça se résume. La tomate, ça va. Toute seule, ça passe. On peut faire une salade de tomates. Pas cuite, salade. La salade, l'oignon, uniquement si c'est dans un burger, enfin dans un truc pas bien. Et sinon, il bouffe que des pommes de terre. Les fruits, il connaît pas. On a essayé les jus de fruits, les compotes. On a essayé plein de trucs. Mais c'est commun à beaucoup d'autistes, même Asperger, même HPI, si on va jusque-là, c'est la monoalimentation chez les autistes, c'est un fait réel. Et il a le droit à une prise de sang tous les ans pour voir s'il a des carences. C'est juste faire gaffe. Une maladie, même mentale, peut engendrer des syndromes d'alimentation. Il y a la boulimie, l'anorexie, faut faire gaffe à tout ça. Sinon, le fait de bouffer pas de viande, c'est pas forcément très grave. Faut savoir que les menus, historiquement, je vais arrêter de parler de trucs glauques. Historiquement, en fait, la viande, c'était ce qui accompagnait les légumes. Ah, c'était pas là. Voilà, il y a eu les 30 glorieuses, l'après-guerre, c'est festif, on a tout ce qu'on veut, la surconsommation, années 50, voilà, on part là-dedans. Et on a inversé la vapeur. On mangeait une potée au chou et on rajoutait du lard dedans. Mais c'était une potée au chou. C'était pas une potée au lard dans laquelle on fout du chou, quoi. Non, mais voilà, ça que je veux te dire, c'est un cassoulet, c'est des haricots. Maintenant, on rajoute de la viande dedans, voilà. C'est la base, c'était le légume. Et contrairement aux idées reçues, si on parle du Moyen-Âge, ils mangeaient pas beaucoup de viande, nanana. J'allais te le dire, justement. C'est bidon, c'est... Alors, une petite référence YouTube, parce qu'il fait ça gratos. Nota Bene, sur YouTube, qui vulgarise l'histoire, a fait 2-3 vidéos justement sur Astrono Geek aussi, qui a fait la cuisine du Moyen-Âge, etc. Non, on mangeait de la viande, faut savoir, oui, on préférait mettre de l'argent dans un bœuf qui labourait. Mais à bout d'un moment, le bœuf, il est trop vieux, il passait à la casserole quand même, quoi. D'où les ragoûts, parce qu'il fallait attendrir la viande, mais on mangeait une poule au pot, c'est une poule qui pond plus, donc elle est plus utile, donc on la bouffe. Il y a quand même... j'allais dire une deuxième vie à la pauvre bête. Non, c'est pas bien. C'est pas drôle. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non, et les légumes, alors par contre... Apport nutritionnel, oui, il y a des idées aussi préconçues. Alors, historiquement, non, on mangeait de la viande depuis l'Antiquité, ainsi de suite. On dit toujours les Égyptiens, c'était la bière et du pain. Non, ils mangeaient de la viande aussi. Faut pas croire. On mangeait même des viandes, ce qu'on dirait exotiques aujourd'hui, alors que maintenant, on s'est restreint. C'est plutôt vraiment de l'élevage réfléchi. Du moins, je l'espère. Et c'est pas toujours le cas. On est sur... par contre, au niveau des légumes, faut pas oublier aussi qu'on a explosé le nombre de variétés. La tomate, l'avocat, le maïs, tout ça, c'est la découverte des Amériques. Donc, avant le 14e siècle, non, ça n'existe pas. Enfin, pour donner, alors ça me fait marrer parce que je vois souvent ça en mème sur les réseaux sociaux, mais oui, les Italiens bouffaient des pâtes, mais sans sauce tomate.
parce qu'ils ont découvert les pâtes avec Marco Polo en Chine, mais ils ont découvert la sauce tomate avec Christophe Colomb. Donc il y a un écart de plus d'un siècle entre les deux. Donc on mangeait des pâtes. Vous avez des mèmes de cuisiniers? Ah oui, il y en a plein. Ça c'est intéressant. Plein. Ouais, si t'en veux un, ce qu'on appelle un gourmet, c'est le petit bac qu'on met dans un bain-marie. Ça sert souvent beaucoup d'amplificateurs de téléphone pour avoir un peu de musique. C'est dans les mêmes qu'on retrouve souvent. On fera une émission spéciale secrète de cuisine. Si tu veux, j'en ai même trouvé un très bien sur Insta, un chouette gars qui démystifie les légendes en cuisine et en français, ça c'est cool. Revenons à nos légumes. Oui. Ouais, donc il faut pas négliger les apports. Rééquilibrage des fibres, des sucres lents, faut pas oublier les vitamines, et c'est là où j'insiste, si on est dans un régime végétalien ou végétarien, varié au maximum, faut pas se cantonner à 2-3 huiles végétales, faut en avoir 4, 5, 6 différentes pour varier, pour avoir nos apports en vitamines A, B, C, A, B, D, E. Tu vois, c'est compliqué. C'est tout ce qui est fruits, principalement, pommes, oranges, etc. Sachant qu'avec la production de masse, il y en a de moins en moins, donc il faut en manger de plus en plus de vitamines dans ces fruits et légumes. Donc privilégier le bio pour avoir de la qualité, privilégier les produits de la ferme pour avoir de la qualité. Faut savoir qu'un fruit ou un légume perd ses vitamines, perd 20% de ses vitamines par jour. Entre le moment où on le réceptionne, quand on l'a. D'accord. Donc, s'il a voyagé pendant une semaine, plus il a voyagé, il y a quasiment plus rien. Donc, ça a l'air fou ce que je vais dire. Faut privilégier les surgelés. C'est le meilleur moyen de conserver les vitamines dans les légumes. Donc, si on mange vraiment végétalien, vaut mieux aller sur le surgelé ou le circuit très court. Oui. Voilà, faut aller aux cueillettes. Il existe. Voilà, cueillette, ça marche. Oui. Cueillette d'Octeville, qui est très bien. Il y en a d'autres. Près d'Anglesqueville aussi. Voilà, on peut ramasser, aller glaner. Les fermiers proposent d'aller glaner les pommes de terre juste après qu'ils aient récolté les plus grosses. Donc on peut aller ramasser. Il y a aussi les paniers. Les paniers, voilà, ouais. Les mâmes. Oui, c'est ça. Voilà, les mâmes, il y en a à Danton, il y en a à Octeville, il y en a un petit peu partout. Il y a tous. Alors, pas parce que c'est bio, mais parce qu'ils font du local, et ça c'est chouette. Aller dans les boutiques bio, ça, je cherche le nom, mais tant pis, genre La Vie Claire et compagnie, mais voilà, il y a des produits où c'est très court, ils ont le nom, le prénom du producteur, qui habite dans un circuit de moins de 20 km, et ça c'est chouette. Donc les légumes, sélectionnez bien du frais, le plus frais possible pour avoir les apports en vitamines. Surconsommer, il n'y a pas de souci. Faut savoir par exemple qu'une salade verte, c'est négatif en calories, c'est pas ça qui va vous faire grossir. Donc, après, bien varier sur les huiles, j'insiste. Et moi c'est le genre de bouffe que j'adore, c'est sérieux, j'ai eu l'occasion, la cantine au Tetris qui fait régulièrement des plats végétariens, j'ai un très bon souvenir de lasagne aux aubergines, c'était top quoi, petit parmesan, tout, plus végétarien, mais c'était super bon, copieux, voilà, pourtant j'ai un physique. Moi c'est le sucre qui me pourrit la vie. Et pourtant t'aimes bien quand même la viande. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est bien fait. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je mange de temps en temps, au moins 2-3 fois par semaine, végétarien. Moi, manger juste des pâtes avec du fromage, ça me suffit, quoi. J'ai autant de plaisir que peut-être dans la viande rouge, j'en mange peu. En final, c'est une fois toutes les 2 semaines. Privilégier des viandes blanches. Vraiment le poulet, quoi, c'est vraiment le truc que je pense que c'est aussi une question d'habitude en fait, parce que alors moi par exemple, mais si on en mange trop, on n'apprécie pas non plus. Ouais. Très peu de viande, parce qu'en fait ça m'intéresse plus, voilà. Et ça me manque pas en fait. Au contraire, quand on me dit tiens on va manger de la viande, si je tu mange me un demandes, petit moi bout, je suis plus flexitarien, tu vois. Bah voilà, j'allais t'en parler. Voilà. J'allais te moi dire, c'est pas végétarien, c'est pas grave, je m'en fous, je mange. Voilà. Je mange. Tu peux nous expliquer ce que c'est flexitarien ? C'est l'idée par rapport au niveau écologique.
c'est pas au niveau de ce qu'on mange, et donc pour préserver, bouffer moins d'animaux, On va limiter, voilà, c'est ça. notre consommation. Sans être vraiment dans ce truc de Non, dire mais je ne si on mange n'a pas pas le de choix, viande. je vais au resto, il n'y a pas de Ouais. plat végétarien, c'est pas grave, je me prends une côte à l'os. Voilà. Non, mais voilà, c'est de toute façon, et avec cette philosophie de se dire, de toute façon, la bête est morte. Donc si on la jette, on la tue 2 fois, limite. C'est un peu ça aussi, il faut pas gâcher trop tard. Vaut mieux aller sauver un animal vivant que de dire, ah non, mais c'est déjà mort, donc autant le consommer, quoi. C'est plus cool. Voilà. Oui, c'est ça, puis c'est sans pression. On Sans se pression, limite pas, on décide en fait de se dire. Enfin, moi j'aime bien ce terme, Ouais, on me l'a aussi dit et je trouve que c'est sympa de se dire en fait c'est juste. Alors c'est quand j'ai flexitarien, et j'aime beaucoup, il y a Chef Simon, il dit flexitérien. Voilà, la terre. Je trouve que c'est encore plus... Il a poussé le terme. Il a un très bon livre à ce sujet. Donc tu manges pas du tout de produits de la terre, juste Bah, des produits de la mer. Ouais, si, C'est non, intéressant, ça pareil, aussi, faire ouais. gaffe aussi, quoi. Et ça dépend quoi. Vaut mieux bouffer ce qui est en excès, les crabes en Russie qu'ils ont introduits, qui sont en train de tout polluer, tout détruire, parce qu'on fait de la pollution en expatriant des espèces en dehors de leur lieu de vie normal. Donc les crabes royaux, là, faudrait aller les bouffer, là, comme ça on foutrait la paix à tous les occupants de la mer Baltique, mer du Nord, etc., et qui reviennent repeupler. En Irlande, par exemple, là, ils sont en train de réintroduire les huîtres sur les côtes irlandaises pour 2 raisons. Un, pour les repeupler le corail et l'habitat naturel, parce que faut savoir qu'une huître, elle filtre 15 litres d'eau par jour. 15 à 20 litres, tout petit, hein, c'est tout petit une huître, hein. Ça filtre jusqu'à 20 litres d'eau par jour, et du coup ça relance la biodiversité là où on fout des huîtres. Et après, on peut les bouffer, quoi. C'est génial. Donc, ce qui se passe, c'est souvent, il y a même un programme en Irlande maintenant, on achète des huîtres et souvent on leur propose la moitié gratos, mais pour aller les balancer à la mer directement. Comme ça, elles peuvent repartir et se reproduire et recommencer. Donc, ils sont en train de repeupler comme ça, en passant par l'alimentation. Donc, ça a l'air un truc de dingue, quoi. On peut préserver aussi des espèces par la bouffe. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, c'est plus cool. Flexitarien, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est bien. Ça évite de se mettre la pression, de se dire, faut que je change de régime alimentaire. Ah ouais, il faut que je me prive, certains, ça leur va, mais il y a aussi une idée de contrainte, un petit peu de se dire, va falloir que je m'adapte. Faut pas que ça pète le moral, hein. Faut que la bouffe, ça reste un plaisir aussi. C'est un moment partagé, c'est un échange de culture, comme je disais, voilà. C'est aussi partager un plat de riz avec des haricots rouges, voilà, c'est cool aussi. Quand on décide de devenir végétalien, là oui, il va y avoir de la contrainte, c'est un changement d'alimentation. C'est plus compliqué. Alors, pareil, dans l'équilibre alimentaire, privilégier les fruits secs. Ça, il faut les amandes, tout ça, ça va apporter les apports en vitamines oléagineux. Donc vitamines, je répète, A, B, D, E principalement. Alors la E, par exemple, la E et la B12, celle qu'on trouve normalement dans les protéines animales. Haricots rouges, sinon lentilles, soja. Mais c'est pareil, c'est un cas de conscience. Alors je prends du soja, donc je défonce la planète pour faire pousser du soja. Tu vois, c'est là où moi je suis dit, ouais, ok, vaut mieux se priver d'avocats et tu préserves la planète. Tant pis si tu bouffes autre chose. Voilà, il y a certains aliments, quand on sait que le chocolat va disparaître, moi je suis fou, quoi. Non, voilà, c'est des petits plaisirs. Faut que ça reste un plaisir. Et des recettes, il y en a plein. Ouais, on se fait quand même quelques recettes, sinon on va pas. Moi, je veux bien des pâtes pendant des heures là-dessus. Mais ouais, des recettes cool. Chef Simon, 2 têtes, un chou-fleur. Truc qu'on mange pas souvent en plus. On peut le pocher à l'eau pour éviter les désagréments liés au chou-fleur. Donc on départ eau froide, quand ça bout, on arrête. En plus, ça permet de nettoyer en entier, hein, on coupe même pas, on enlève les principales feuilles. La queue, on la cuira aussi, on la garde parce qu'on pourra faire une purée avec plus tard, hein, pour le plus petit, hein, par exemple, pour les gamins. Ça, avec plein de fromage, généralement, ça passe bien. Chez les enfants, petite purée de chou-fleur. Donc le chou entier, on le blanchit, ça le nettoie, ça tue les petits insectes qui sont peut-être planqués dedans. Voilà. Ensuite, on met ça dans un plat.
Pas besoin de matière grasse, je dirais même. Moi j'aime bien, je mets un petit filet. Alors, on enlève la queue principale, mais on essaie de garder le chou entier. On enlève la queue principale et là on s'amuse avec les épices, on met un peu ce qu'on veut. Moi j'aime beaucoup safran, cumin, curcuma, voilà, aller sur le côté hispanique, Afrique. On recouvre d'épices et on enfourne, on met ça 45 minutes, non, 1h30 si je me souviens, à 180 degrés. Voilà, on fait un chou-fleur rôti, on le cuit pas à l'eau. Et après, on coupe ça comme un gâteau et voilà, c'est cool. Et avec les épices, c'est super sympa. Dans les recettes comme ça, végétariennes, en été, j'adore toujours sur le chou-fleur romanesco. On le blanchit, on le garde très croquant. On le râpe et ça fait comme de la semoule. Et on fait un taboulé de légumes avec du chou. Ça, c'est super agréable. Sortir des sentiers battus, et en plus on garde moins on cuit, plus on garde les vitamines. La betterave rouge, voilà, le truc que tout le monde mange cuit, archi cuit, tout. J'ai une recette quand même avec de la betterave cuite, mais crue râpée, c'est super bon en plus. Ça truc de la terre, enfin il y a un truc en texture, on sent ça croustille un peu comme quand on mange un peu de sable, enfin c'est assez rigolo. Et par contre c'est hyper sucré quoi, c'est gourmand. Et carotte betterave, un petit mélange comme ça, ouais, c'est croquant. Moi je fais des chips de betterave comme ça, juste c'est chaud au four. Super cool. Salade, bah là j'ai quand même pris des recettes avec moi, j'ai été gratté. Une salade d'hiver au topinambour rôti, donc ça c'est franchement gourmand. Moi j'adore les topinambours, c'est un côté sucré, salsifie. Faut des topinambours, de l'huile d'olive, jus de citron, du thym. Quinoa, alors, on fait une petite salade à côté qui sera une salade de quinoa, chou rouge, carottes râpées. Chou rouge aussi, qu'est-ce que j'aime ça. De la poire. Alors, poire, ou sinon, c'est la poire de terre aussi, qui est pas mal. C'est une sorte de variété qui pousse dans la région, hein, je tiens à le préciser. Circuit court, hein, on n'est pas dans les trucs de fou. Ça pousse dans le coin. Des raisins secs, voilà, un truc vraiment gourmand, sucré. Mais sinon, de la poire, ouais, il y en a encore, là, on est bien. On préchauffe son four d'abord, on va mettre les topinambours dans une casserole, on porte à ébullition pendant 10-15 minutes, ça c'est pour les pré-cuire. Ensuite on rince à l'eau froide, on les éponge bien. Dans un plat au four, on les écrase légèrement, on les arrose, on les écrase légèrement, c'est pour qu'elles craquellent, pour que l'huile pénètre dedans, en fait. On arrose d'huile d'olive, du jus de citron, les citrons qu'on a utilisés aussi pour faire notre vinaigrette pour notre salade, du thym salé, poivré, on cuit ça 20 minutes, bien rôti, qu'elle soit croustillante. Les topinambours. Et pendant ce temps-là, on fait notre salade. Alors, salade, donc je disais du quinoa, du chou rouge râpé. Alors, ça fait violet, moi j'aime bien ce truc-là. Mais j'adore, hein, j'en ai encore mangé hier soir. Carottes râpées, là on s'amuse, hein, carottes anciennes. Il y en a toutes les couleurs. Il y a des oranges, des jaunes, des violettes. Donc, on peut même se faire un thème sur le violet. La poire, pareil, on peut s'amuser avec les variétés. Poire William. Voilà, il y a tout ce qu'on veut. Les raisins secs, moi j'aime bien les faire gonfler. Là, dans du thé, ça serait cool. Faire un thé vert pour faire gonfler les raisins. Ça ramène en plus d'autres saveurs derrière. De l'huile d'olive. Le jus de citron, qu'on réutilise 2 fois pour notre vinaigrette. Alors là, tu vois, on parle de recette végétarienne et là, je vois marqué 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Bah, ça y est, t'es plus végétalien, t'as bousillé des œufs, mais c'est pas grave. Non. Pour en faire une mayo végétalienne, si je me... Non, j'ai pas de recette sur le coup, là. Non, j'ai pas... Tu vois, c'est malheureux, ouais. C'est compliqué, là. Je pense que c'est... Ouais. Mousse au chocolat, si j'ai une recette, tu vois, végétalienne. Ok. Du chocolat, c'est tout. Juste du chocolat. Ça, faut aller voir, je sais plus, cuisine moléculaire. Je cherche Max, je sais plus son nom, mince, un grand chef, j'ai honte, qui est spécialisé dans la cuisine moléculaire. Et en fait, tu fais fondre ton chocolat au bain-marie.
Et tu le travailles jusqu'à temps que tu aies la température idéale et tu mets ça dans un siphon à chantilly, tu pulses et tu as directement de la mousse. D'accord. Il faut juste avoir la bonne température de chocolat. Donc, faut être précis. Sinon, moi, je fais des mousses au chocolat végétaliennes. On utilise l'eau de pois chiches, des pois chiches qu'il y a quand on achète des pois chiches en bocaux, là. On récupère cette eau de cuisson qui est un peu gluante et on peut la monter comme des blancs d'œufs. Donc au lieu d'utiliser des blancs d'œufs pour faire une mousse au chocolat, on peut utiliser ça. À l'avocat aussi, j'ai essayé, c'est pas mal. Avec un lait végétal et de l'avocat mélangé, on peut faire une sorte de mousse auquel on peut rajouter le chocolat. En plus, l'avocat, c'est pas mal, c'est gras et on a une belle texture derrière. Encore une recette, on a le temps. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, faut vraiment que je choisisse. Oh, allez, gaufres, parce que celle-là, j'ai bloqué dessus. Je pense que celle-là, je vais la faire à la maison. Du coup, ma chérie va m'acheter un gaufrier. Voilà, le message est passé. Dis donc, c'est bientôt la Saint-Valentin. Ouais, voilà, c'est une idée comme ça en passant. Tu passes des messages comme ça maintenant. Ouais, si je peux. Un petit cadeau comme ça en passant. Ma fameuse betterave cuite que je disais, voilà. Coupée en morceaux, alors 150 grammes, parce qu'on va faire une pâte à gaufres, en fait, avec de la betterave. Et je trouve ça génial. 20 centilitres de lait végétal. Alors là, ils préconisent soja. Moi, j'aime bien lait d'amande, enfin quelque chose d'un peu sucré sur ce coup-là. Oh, il y a du lait d'amande, lait de coco. On s'amuse sur les saveurs. Hein. Il y a plein de trucs dans les laits végétaux. Alors là, tu vois, moi, c'est que par gourmandise. Je m'en fous de la planète. C'est quand j'utilise ça, c'est vraiment pour aller chercher des trucs rigolos. 30 millilitres d'huile d'olive. Un yaourt de soja, 125 grammes de farine et un sachet de levure chimique. Alors, on va mettre les morceaux de betterave dans un mixeur avec le lait et l'huile. On va mixer jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de lisse. Ensuite, on va rajouter le yaourt, la farine, la levure. On va saler et il faut avoir une pâte plus ou moins homogène. On a toujours un petit peu d'huile pour le gaufrier. Alors, au pinceau, moi je fais ça au pinceau, je trouve que c'est bien. Parce que le gaufrier, vu que c'est ondulé, on passe bien un peu partout. On met notre pâte à gaufres du coup. Alors moi j'aime bien laisser reposer une pâte quand même 1 heure ou 2. Pâte à gaufres comme les pâtes à crêpes. Hein. Faites-la la veille. Je trouve que ça réagit mieux. Si on veut éviter la levure chimique de la bière. Et c'est végétalien la bière. Je tiens à le préciser. Voilà. C'est comme le vin bio, ça je comprends pas tout. Les vins sont des vins végétales. Vin végétal. Vin vegan. Oui, je dis, ça. Mais le vin c'est forcément vegan. Bon, passons. Et bon, bref, on fait des gaufres et là-dessus de la mâche ou de la roquette. Alors selon si on veut de l'amertume ou du piquant. Enfin, quand ça pique trop, la roquette, faut pas la manger, hein, c'est qu'elle est plus bonne, je tiens à le préciser. Et un petit bleu là-dessus, ouais, petite entorse, végétarien, on va dire. Un petit bleu, c'est cool. Petit bleu d'Auvergne, bleu de Gex en fromage. Et avec la betterave, ouais, c'est cool, parce qu'on a le sucré de la betterave, le bleu. Et ça, c'est un plat, ouais, ça, c'est cool. Pas gratiné. Et la gaufre chaude, tu vois, le fromage, il faut un petit peu dessus, la salade. Faut pas oublier que dans les plats végétariens, la raclette, hein, normalement, on mange la raclette toute seule. La charcuterie, normalement, c'est l'entrée. Et après, on mange la raclette avec du pain. D'accord. Ça y est, la vraie raclette, c'est ça. Bon, nous, on fait tous ces barbares, on mélange tout, les patates et tout. Et c'est mieux avec du pain qu'avec les pommes de terre, c'est lourd. Et voilà, même le pain un peu rassique pour avoir du croquant, enfin bon. Le pain de la veille, plein de choses, ouais, végétarien, si on fait soi-même son lait végétal, on peut récupérer, par exemple, tu fais toi-même ton lait de noisettes. Alors si je me rappelle de la recette, on met des noisettes avec de l'eau, on met ça au frigo, on les oublie pour que les noisettes se gorgent d'eau, ensuite on mixe le tout, on filtre. Donc là, tu obtiens ton lait de noisette d'un côté et tu as une sorte de pâte. Il faut la sécher le plus possible. Bah ça, on l'a fait un peu sécher au four et ça, tu peux l'utiliser comme farine. D'accord. Pour faire des gâteaux derrière, etc. Alors ça perd en goût, mais vu que la farine, ça n'a pas forcément de goût, voilà, pour faire un gâteau, on diminue la farine, on recycle, on utilise le fruit jusqu'au bout. Donc ça, c'est assez cool. Donc ouais, allez regarder la recette de lait végétal. Moi, j'adore ça, c'est super gourmand.
Voilà. Merci C'est Michel, pas mal. tu nous as donné bien faim là, avec toutes tes recettes. J'avoue que les gaufres, moi ça me tente. Ouais, les gaufres, faut pas. Moi, je fous plein de trucs. Une vulgaire omelette dans le gaufrier, ça marche très très bien. Eh ben merci à toi. À la semaine prochaine. Ça marche, ouais, pas de souci. Et puis On parlera de quoi Normandie, ouais, ça serait cool, ouais, la Normandie. Ok. Parce que ouais, ça va être bien. Ça va être la saison. Là, on sera pas sur du végétalien du coup. Non, il y a pas beaucoup de légumes. À part les pommes, les poires, le poireau en Normandie et les patates, il y a pas grand chose. Hein. Ouais. On va axer sur la mer et la terre, hein, je l'avoue. Ok, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on va se quitter avec un titre. Est-ce que tu connais Papouze ? C'est un artiste qui nous vient de la France. On va écouter ce titre Resonate. Du tout. On le découvre ensemble. Surprise et une belle découverte, sûrement. Et puis bien sûr, nous on se donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Je vous quitte donc avec cette musique Resonate de Papouze. Très belle soirée. A teardrop in the rain. I'm trying to find a sacred place where love will resonate. Conversations running wild, there's no way to relate. I'm out here waiting, searching for where love will resonate. Turning